Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, un soutien au domaine de l'agriculture, 1,5 milliard de francs CFA pour le financement dans le secteur agricole. La Caisse des dépôts et consignations entend soutenir les agriculteurs et les PME. Elle a signé une convention avec une microfinance pour la mise en œuvre des mesures prises pour sécuriser les plages pendant les fêtes de fin d'année. L'opération Espadon 3, lancée ce vendredi dans la ville balnéaire d'Assini. La police maritime va renforcer la sécurité des plages et des espaces balnéaires le long du littoral ivoirien. Un important lot de matériel d'intervention mis à disposition pour renforcer la capacité opérationnelle. Dans la région du Sud Comoé, le village de Djambo est victime de son relief. Les populations subissent les effets de l'érosion côtière. Le plan d'eau lagunaire est dégradé à cause de l'ensablement. Les populations tentent d'y faire face avec les moyens du bord, mais il est de plus en plus difficile de tenir. Et puis le Bénin a obtenu la suspension de la vente en France de la régate du roi Béhanzin. Cet objet était au catalogue d'une vente aux enchères ce vendredi 20 décembre à Paris, mais il a été retiré à la dernière minute à la demande des autorités béninoises. Le troisième forum économique Japon-Afrique à Abidjan. En marge, les chefs d'entreprise, les chercheurs officiels ivoiriens, japonais se sont rencontrés. Ils veulent développer les ressources humaines pour approcher les secteurs privés des deux pays. Dangui. Au nombre des facteurs limitants qui empêchent l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, d'attirer un peu plus d'entreprises japonaises, la question de la qualité de la ressource humaine. Ce n'est donc pas fortuit que la problématique de développement des ressources humaines dans les secteurs publics et privés pour rapprocher les entreprises d'Afrique et du Japon ait rassemblé des entreprises, des chercheurs et officiels japonais et africains dans le cadre d'un side event au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan, Côte d'Ivoire. La collaboration, la co-création entre la société privée et la JICA a créé un centre de Japon. Donc c'est très unique. Plus sûr, vous voyez, comme je vous ai dit, le barrière de linguistique et tout cela, c'est très important pour dépasser l'investissement du Japon. C'est-à-dire, c'est l'investissement en futur pour la collaboration gagnant-gagnant entre le Japon et Côte d'Ivoire. Bien que confronté à la problématique de l'inadéquation formation-emploi, comme l'a d'ailleurs admis le ministre de l'Enseignement supérieur, les autorités ivoiriennes ne manquent pas de réponses pour attirer les entreprises japonaises dans le pays. On va les rencontrer, ils vont nous dire quels sont leurs besoins en termes de profil de compétences. Et à partir de là, nous allons leur montrer aussi ce que nous avons comme écosystème de formation, comme profil de compétences qui sortent de notre dispositif. Là où leurs besoins sont satisfaits, pas de problème, quitte à ce qu'on améliore le contenu des formations. Là où il y a des compétences qui sont recherchées par les entreprises japonaises et que ces compétences n'existent pas dans notre dispositif, nous allons co-construire, comme ça a été dit tout à l'heure, avec eux. On va élaborer des parcours de formation, voir quel est le contenu de la formation qu'il faut donner aux apprenants pour qu'à la sortie, ils aient des profils de compétences recherchés par les entreprises japonaises de la place. Ce side event sur la question de développement des ressources humaines de grande qualité pour faciliter l'implantation des entreprises japonaises en Afrique a eu lieu en marge du troisième forum économique public et privé Japon-Afrique. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant que la Caisse des dépôts et consignations met à disposition du secteur agricole, une enveloppe pour le financement des initiatives dans l'agriculture. La Caisse a signé une convention avec une microfinance pour ce faire. Jean-Jacques Kwame. En paraphant cette convention entre la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, CDCICI Capital, et la structure de microfinance Advance Côte d'Ivoire, c'est 1,5 milliard de francs CFA de financement que le secteur agricole va bénéficier. Aujourd'hui, on est vraiment très heureux que ce financement soit spécifiquement dédié à améliorer la résilience climatique de nos clients. Donc l'idée, ce sera pour nous de nous servir de ce financement pour développer des produits qui sont adaptés et qui vont permettre à nos parents agriculteurs, à nos entreprises agricoles de se diversifier. Ce sont 750 millions de francs CFA qui seront alloués à des projets de résilience climatique et l'autre moitié
au financement des PME en zone urbaine et rurale. C'est tout le sens du financement de CDCI Capital qui vise donc à apporter un financement donc, dans un secteur qui est peu desservi ou mal desservi. Et donc l'impact que nous en attendons, il est à plusieurs niveaux, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique et sur le plan de l'inclusion financière. C'est vraiment pour nous un honneur de voir que la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire, à travers sa filiale qui est CDCI Capital, a apporté notre contribution à la promotion du secteur privé qui est un élément important dans le financement de l'économie. C'est le premier investissement à long terme de la CDCI Capital, créé en 2023, avec un fonds de 38 milliards de francs CFA pour financer start-up, PME et les grandes entreprises. Une autre problématique, la régulation des télécommunications a un enjeu stratégique aujourd'hui. Une délégation de l'autorité des régulations des télécommunications de Côte d'Ivoire effectue une visite de travail à l'autorité sœur de France. Une mission pour s'inspirer des meilleures pratiques. La Côte d'Ivoire veut renforcer l'efficacité et l'innovation dans le secteur des communications électroniques. Un moment de partage d'expériences à suivre avec notre envoyé spécial à Paris, Jean-Luc Bambo. Durant cette immersion, la délégation de la RTCI s'est imprégnée des outils et processus utilisés par l'ARCEP pour réguler de manière transparente les communications électroniques. Des méthodes avancées de contrôle des flux, comme l'analyse des volumes d'informations échangées sur les réseaux mobiles, ont particulièrement retenu l'attention de la délégation ivoirienne. On croise les regards et on partage des expériences, plus on améliore nos compétences et nos connaissances de régulateurs. Et mieux on est en capacité, me semble-t-il, de les traiter. Donc nous, on est très heureux, à la fois sur le plan bilatéral et dans le cadre de la coopération du réseau Fratel, qui est le réseau des régulateurs francophones, de pouvoir organiser ce partage. L'ARCEP joue également un rôle clé dans la promotion de la concurrence et l'innovation, des politiques inspirantes que la RTCI pourrait adapter pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs ivoiriens. On a partagé sur leur vécu, parce que sur certaines thématiques aujourd'hui, sur la qualité, la couverture, la tarification, comment les mécanismes de régulation sont utilisés à l'échelle du pays, avec l'implication des territoires ici, qui a été quand même assez marquant. Et puis voir comment les consommateurs sont également amenés à animer cette régulation pour qu'au final, on ait des progressions et des taux aujourd'hui de performance de la régulation et de ce que la technologie peut apporter au développement de leur pays. Cette visite a également permis d'établir des ponts entre la Côte d'Ivoire et la France, ouvrant la voie à des échanges réguliers d'expertise et de bonnes pratiques. Ce n'est pas la première visite et effectivement c'est un partenaire quasi historique. Je veux dire, au-delà du partenariat qui lie la Côte d'Ivoire et la France, le partenariat RTCI-ARCEP est un partenariat qu'on souhaite maintenir mais également approfondir. Et à la faveur du séminaire technique du Fratel qui va se tenir en mai, je pense que nous aurons l'occasion effectivement d'avoir des rencontres de haut niveau et d'approfondir tous les sujets qui ont déjà été discutés. Grâce à cette immersion, la RTCI envisage de nouvelles perspectives pour dynamiser le secteur des télécommunications ivoirien, une régulation renforcée au service d'un développement inclusif et durable. Un autre moment de renforcement des capacités, les gestionnaires de crédit en formation, ceux issus des départements ministériels en charge du logement, de la santé, des finances, de l'entretien routier et des eaux et forêts, étaient à une session. Ils ont renforcé leurs capacités sur la gestion du patrimoine. Ils pourront mieux suivre les biens de l'État. Jean-Marc Djadji. Au nombre de 250, ces gestionnaires de crédit sont formés à la réglementation dans le domaine de la comptabilité des matières, à l'application des procédures de gestion des biens de l'État et à l'utilisation des outils nécessaires pour améliorer la gouvernance et la traçabilité de ces biens. La comptabilité des matières est un instrument de bonne gouvernance, un instrument de redevabilité et un instrument de meilleur suivi de la gestion des finances publiques. Les outils de la comptabilité des matières mis à disposition incluent la gestion rigoureuse des biens mobiliers et immobiliers de l'État, en suivant les mouvements tout au long de leur cycle de vie. C'est bien de faire la dépense, mais il est bon et important de savoir où part la dépense effectuée. En plus des modules pratiques sur les procédures d'entrée, de suivi et de sortie des matières,
Les gestionnaires ont aussi suivi un programme qui couvre le cadre juridique, les procédures, les outils de suivi et de contrôle des matières. Aujourd'hui, il y a 5 ministères pilotes, ministère des Finances, ministère de la Santé, ministère de l'Équipement de l'Entretien routier, ministère des Eaux et Forêts. En 2025, aller au-delà de 5 pour que très rapidement, cette mise en œuvre-là soit vraiment effective. Parce que les gestionnaires de crédit sont des maillons importants. Bassidi Koné est le nouveau directeur des dépenses centralisées de l'État et de la comptabilité des matières. Au niveau du développement des communes, Koumassi attire l'attention du monde universitaire. Un modèle présenté lors d'un colloque à Abidjan. Professeur Kamagaté André Baouman, président du comité scientifique de ce colloque, était l'invité du magazine du dimanche à 13h. Voici un extrait de l'entretien. Pour nous qui avons vécu à Koumassi, qui avons connu cette commune qu'on appelait Koumassi Potopoto, aujourd'hui Koumassi est devenue la Coquette, Koumassi la Coquette, il y a eu une transformation littérale et qui appelle donc notre interrogation. Pourquoi et comment Koumassi a pu atteindre ces résultats? Et comme nous sommes des scientifiques, nous sommes des chercheurs, nous avons voulu prendre le prétexte de Koumassi pour interroger la corrélation possible entre la gouvernance, le leadership politique et le développement local. Parce que quand vous interrogez les 4 principales fonctions d'une ville, vous voyez qu'en 5 ans, chacune de ces fonctions a été plutôt actionnée, a reçu des aménagements nécessaires. Quand je prends la fonction de l'habitat de la ville, vous voyez que l'environnement de Koumassi s'est assaini, littéralement. Vous prenez la fonction de l'emploi, vous prenez les loisirs, vous avez dans chacun de ces secteurs d'activité, de ces facteurs, de ces fonctions, une transformation littérale. Et nous avons voulu savoir comment. Les conclusions nous ont permis de comprendre l'esprit et toute la stratégie managériale qui a été mise en œuvre pour cette transformation. Et le colloque nous a appris que pour tout acteur de développement qui veut obtenir une transformation à l'image de Koumassi, il faut qu'il y ait un leadership affirmé. Dans ce développement, la sécurité des biens et des personnes se renforce sur les plages pendant ces fêtes de fin d'année. L'opération Espadon 3 est lancée pour sécuriser tout le littoral. Le ministre Célestin Seredo a remis des équipements à la police maritime. Léon Bro. Engins nautiques, bouées de sauvetage, véhicules de transport de troupes et d'intervention, quads et motos, ainsi que du matériel de salubrité, essentiellement des poubelles, des brouettes, des râteaux, des équipements additionnels pour renforcer la sécurité et la salubrité des zones balnéaires fortement visitées en période de fête de fin d'année. Objectif, 0 noyade, 0 agression jusqu'à fin 2024 sur les plages et espaces aménagés du littoral et la consigne de la tutelle semble bien perçue. Ce sont 471 agents qui seront mobilisés à hisser notre administration au firmament des forces de sécurité intérieure. Visée des fêtes de fin d'année paisibles. Le ministre délégué aux Affaires maritimes ne doute pas de la détermination de ces hommes à contribuer à cet objectif, tant il s'agit pour eux d'exécuter l'ordre de leur chef, le président de la République. N'empêche, Seredo Célestin invite les agents maritimes à la responsabilité tout le long du littoral. Agents des affaires maritimes et portuaires, je voulais ici et solennellement vous exhorter à la vigilance, au sérieux, à l'ardeur et au dévouement pour éviter tout drame et sauver les vies humaines qui pourraient être en péril. Espadon, l'opération de sécurisation des zones balnéaires pour des fêtes de fin d'année sans incident est à sa 3e édition. Les 2 premières ont connu du succès, dont se réjouit encore le maire d'Assini Mafia. Le réseau africain des communicateurs émergents a organisé à Yamoussoukro sa traditionnelle cérémonie de distinction. Cette 3e édition des bâtisseurs ivoiriens a récompensé 10 personnalités. Elles viennent de divers domaines d'activité. Une reconnaissance pour leur management et leur travail exemplaire. Les temps forts avec Jean-Marc Djadji. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Des bâtisseurs ivoiriens distingués par le réseau africain des communicateurs émergents
RAS. Les bâtisseurs sont des figures emblématiques exerçant dans divers domaines, notamment l'économie, la santé, les médias et l'hôtellerie qui contribuent par leur management et par leur travail à bâtir une Côte d'Ivoire prospère. 10 personnalités ont été nominées. Le RAS a vu en moi quelqu'un qui est très proche des populations, qui travaille aussi en équipe. Je pense sûrement que c'est ce qui a milité en ma faveur. Je voudrais donc exprimer sa gratitude au réseau africain des communicateurs émergents d'avoir décidé de lui attribuer ce prix. Prix or et diamant décernés respectivement à Mamadou Diomandé, directeur général de la SOGEDI, et Christine Dadier, qui contribuent à la promotion de la gastronomie ivoirienne sur la scène internationale. Tous deux représentés à cette cérémonie. Pour le réseau africain des communicateurs émergents, c'est sur la base de critères clairs que ces personnalités ont été mises en lumière. Il n'y a pas de complaisance quand on décerne un prix à une personnalité. Ce n'est pas seulement des personnalités, mais des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui font du bon travail. Le ministère de la Communication félicite le RAS pour le choix des nominés qui sont de loin des modèles pour la jeune génération. Cette initiative s'inscrit dans ce que le président de la République lui-même a entrepris, à savoir distinguer chaque année, à travers le prix de l'excellence, tous ceux qui ont pu mériter de la nation à travers les différentes initiatives qu'ils ont prises, à travers leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en marche. Soirée scintillante et pétillante à Yamoussoukro, le RAS est à sa 3e édition des bâtisseurs ivoiriens. Prochain rendez-vous, décembre 2025. Le guichet unique automobile de Côte d'Ivoire sensibilise les populations en cette période de fin d'année. Immatriculation en sécurité routière, des journées portes ouvertes sont organisées à l'intérieur du pays. À Bouaké, le directeur général a indiqué que 80 000 véhicules disposent désormais de la nouvelle plaque d'immatriculation. Kader Sogodogo. Journée porte ouverte du guichet unique automobile. Bouaké, le directeur général de cette structure, qui relève du ministère des Transports, est aux côtés de ses agents. Dans la capitale de la région de Gbeke, le défi est le même, délivrer la plaque d'immatriculation en 72 heures. À Bouaké, pour le moment, tout se passe bien. Nous sommes à 204 grises que nous produisons à Bouaké pour 140 poses de plaques. C'est vrai que nous n'avons pas atteint notre objectif encore, mais nous sommes à la recherche de cet objectif qui pour bientôt sera vraiment un rêve réalisé. Lancé le 1er juin 2023, à ce jour, 80 000 véhicules disposent de la nouvelle plaque d'immatriculation. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit le ministre des Transports, M. Amadou Koné, à l'effet de rendre le secteur du transport crédible et fluide. Et le guichet unique automobile joue un rôle prépondérant dans cette initiative, dans cette mission. Nous nous battons pour que chaque jour, nous répondions aux attentes des millions d'Ivoiriens. Pan important de cette journée porte ouverte du guichet unique automobile, la sensibilisation sur les motocyclistes pour le port de casque. Le directeur général Touré Souleymane en a profité pour donner des conseils aux motocyclistes avant de leur délivrer gracieusement des casques. Je vous emmène maintenant dans le département de Tiapoum, région du Sud Comoé. Le village de Djambo est victime de son relief. L'érosion y est permanente. Les populations en subissent les effets. Son plan d'eau lagunaire est dégradé à cause de l'ensablement. Les habitants tentent d'y faire face avec les moyens du bord, mais malheureusement la situation n'évolue pas et il est de plus en plus difficile de tenir. Un reportage de Géna Toubé. À une trentaine de kilomètres d'Aboisseau, dans la région du Sud Comoé, un village nommé Idjambo. Ici, la nature a fait don à cette localité d'un superbe plan d'eau, la lagune Ewi. Hier, fierté de tout un village et aujourd'hui en proie à un ensablement. La conséquence d'une érosion hydrique. Les populations regardent leur lagune rétrécir au fil des années, impuissantes. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous avons véritablement avancé dans la lagune. J'étais jusque-là. On rentrait, on venait pêcher dans ce secteur-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Bien loin le temps des bonnes prises sur la lagune Ehui. Les pêcheurs ne tirent plus profit de leur activité. Quand les filles et fils des Yambo se consolent des rapports qu'ils peuvent toujours entretenir avec leur patrimoine, quoique vidé de sa beauté. Le superbe plan d'eau qu'était la lagune Ehui est devenu, à son corps défendant, l'exutoire des eaux de ruissellement et des canaux de drainage, construits à la faveur du bitumage de la route menant à Tiapoum, son chef-lieu de département. Tous les tuyaux là sont bouchés. Même quand vous voyez devant la mosquée, là, il y a un creux qui était là, mais le sable a tout fermé. Donc une fois il pleut là, c'est la catastrophe. En plus de ce phénomène, vous constatez aussi la présence des roseaux qui, vraiment, il faut le dire, constitue un vrai danger pour la population des Yambo. La nature, à la fois généreuse et imprévisible, illustrée respectivement par la lagune et le phénomène d'érosion, les deux faces d'une même réalité à Ejambo. Avec l'ensablement de sa lagune sous l'effet des forces érosives naturelles de l'eau, entraînant les matières organiques, il s'y est formé des roseaux et divers végétaux aquatiques. Aujourd'hui, ils sont devenus de véritables envahisseurs. Depuis 6 ans, le phénomène est accéléré. Aujourd'hui, ces végétaux ont pris de l'ampleur. Pratiquement, le bord majeur de Djambo n'est plus accessible à pirogue. Les herbes, là, ça vient souvent. Ça vient et puis ça disparaît. Mais cette fois-ci, pour cette fois-ci, ça vient même là. Ça ne peut pas disparaître encore. L'érosion, objet d'alarme des populations de Djambo, c'est que ce village, par son relief, y est naturellement soumis. Son sol, caractérisé par une partie à sable très fin et une autre argileuse, favorise ce phénomène. Toute cette eau qui quitte depuis là-haut jusqu'en bas ici, à des bords, ça traverse le goudron, ça rentre à l'église, ça rentre chez moi, ça rentre dans les cours en face. Tout le monde veille jusqu'au petit matin en train de vider de l'eau. Et souvent même ça vient avec de la boue. Toutes les eaux viennent s'accumuler ici et puis ça forme une vague très rapide. Le débit est très fort au niveau d'ici, allant vers la lagune. Ils ont mis les dispositifs en place parce que ce que vous voyez là, c'est pas dans le plan du lotissement, c'est pas une route. Mais ils étaient obligés de laisser un écart, chacun a laissé des part et d'autre, et puis ils ont bétonné le bas pour qu'il n'y ait pas de débordement d'eau. Les populations dénoncent l'insuffisance d'ouvrages de drainage pour diriger l'écoulement des eaux de ruissellement. Un seul caniveau existe, construit à la faveur des travaux de bitumage de l'axe Abosso-Tiapoum via Ejambo. Cet ouvrage, le voici, perdu au milieu de détritus et souffrant de son manque d'entretien. Conséquence, de gros risques d'inondation et le ravinement de plusieurs voies de circulation dans le village. Des tuyaux enfouis dans le sol 3 ans plus tôt et que l'on retrouve apparents à 2 mètres du niveau du sol aujourd'hui. Ici, des escaliers construits. Là, des marches ajoutées en complément de ces escaliers pour atteindre une habitation à cause du profond entaillement du sol. C'est le décor qu'offre à voir Ejambo qui souffre énormément des effets de l'érosion. Il y a l'eau qui envoie le sable de telle sorte que les maisons restent en hauteur. C'est-à-dire que c'est comme une sorte d'entonnoir. Les maisons qui sont au sein de l'entonnoir, de l'exutoire, c'est ces maisons-là qui éprouvent beaucoup plus de difficultés à résister à un péril naturel-là. L'État peut les aider. Les attentes des populations de Djambo sont nombreuses. Elles appellent les autorités compétentes à trouver une solution définitive au phénomène d'érosion. Et Djambo interpelle également le ministère de l'Environnement sur la pollution de sa lagune, dont la cause majeure, selon la notabilité, serait l'activité des unités agro-industrielles établies sur ces terres. Et Djambo, la double menace de l'érosion et de l'ensablement. Parlons maintenant de cohésion sociale dans la diversité pour les élections apaisées, un engagement autour duquel s'est tenu l'investiture du président de la jeunesse d'Atingué, un village situé à une quinzaine de kilomètres à la sortie nord d'Abidjan. Lassina Ouattara, conseiller du président de la République, a invité les jeunes à la culture de la paix et la cohésion sociale. Julien Gogo, Franck Wadio. Atingué, localité située à une quinzaine de kilomètres au nord d'Abidjan,
est riche de sa diversité au niveau population. C'est donc de bonne loi que la thématique de cohésion sociale est choisie pour l'investiture du chef de file de la jeunesse locale. Les élections ne seront plus aujourd'hui des lieux de bagarre. Tout se passera dans la paix, tout se passera dans la cohésion, surtout. Parce qu'il faut accepter l'autre, accepter de vivre malgré nos différences. C'est une jeunesse qui veut s'inscrire dans le développement tel que le président le prône. Alors c'est une jeunesse responsable qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être soutenue. Le parrain de la cérémonie encourage donc les jeunes à l'union en s'inscrivant dans la vision du chef de l'État à quelques mois des joutes électorales de 2025. Il faut avoir la paix dans un pays pour développer mieux le pays. Donc je lance un appel à la jeunesse d'Atendé et à la jeunesse d'Adiama pour que, à l'approche des élections, qu'il y ait une élection apaisée, qu'ensemble, qu'on vive ensemble, que le meilleur gagne. Les jeunes sont prêts. Ils ont demandé que je fasse une tournée avec eux dans tous les 11 villages pour parler un peu avec la jeunesse, pour parler de la paix. Le bureau investi comporte 27 membres, dont 7 femmes, pour le développement d'Atenguié, qui fait partie des 11 villages d'Anyama-Ouest. Dans l'actualité politique ce soir, hier samedi, le président du PDCI-RDA était à Boasso. Il était face aux militants mobilisés place Elenga-Etier. Cette manifestation marquait le premier anniversaire de son élection à la tête du parti. Tidiane Thiam a partagé sa vision pour le pays avant de demander une autre phase de l'enrôlement des électeurs. Ahmed Traoré. Pour la célébration de sa première année à la tête de la plus ancienne formation politique de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam choisit la ville d'Aboasso. Au cours de cette rencontre avec les militants du parti, le président du PDC-RDA a fait un tour d'horizon de la situation sociopolitique du pays, tout en plaidant pour une réelle assistance aux personnes démunies. Toutefois, il a exposé sa vision du pays articulée autour de plusieurs axes. Nous avons identifié 6 thèmes. Le premier, c'est paix et sécurité. La paix est le socle de tout et la valeur fondamentale du PDCI-RDA. Le deuxième point, c'est le capital humain, des citoyens ivoiriens bien formés, bien éduqués et en bonne santé. Économie et équité. J'ai choisi ce titre parce que l'économie sans l'équité n'est rien. Le quatrième thème, c'est la société. On a dit une société diverse mais inclusive. Les deux vont ensemble. Le cinquième, c'est les nouvelles technologies. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations. Et le dernier thème, c'est le développement durable. Tidiane Thiam a également plaidé auprès des autorités du pays pour l'organisation d'une autre phase de l'enrôlement. Objectif, permettre aux personnes retardataires d'obtenir leurs papiers. Il y a maintenant des centaines de milliers d'Ivoiriens décidés à s'enrôler et disposant des papiers nécessaires. Le gouvernement se doit d'organiser une telle RLE en 2025. Pour leur dévouement à la cause du PDCI-RDA, certains militants ont reçu la médaille de chevalier de l'ordre du Bélier. Ceux-ci promettent de parcourir tout le pays pour la promotion des idéaux du PDCI-RDA. Alors maintenant, dans l'ouest du pays, le Sud Comoé et le peuple invité spécial de la 7e édition du festival Nidali, un événement qui fait la promotion des valeurs ancestrales à la tête de la forte délégation du Sud Comoé, le président de cette région qui réitère l'engagement du Conseil économique, social, environnemental et culturel à œuvrer pour la consolidation de la paix. Plusieurs membres du gouvernement soutiennent ce rendez-vous annuel à Mans. Dans le reste de l'actualité, le Bénin a obtenu la suspension de la vente en France de la récade du roi Béanzin. Cette récade est une sorte de spectre traditionnel en bois ayant appartenu à un ancien souverain du royaume du Dahomey. Cet objet était au catalogue d'une vente aux enchères ce vendredi 20 décembre à Paris, mais il a été retiré à la dernière minute à la demande des autorités béninoises. Il devrait être restitué au Bénin au même titre qu'une vingtaine d'œuvres rendues par la France en 2021. Le Bénin pourrait donc décider de se porter acquéreur ou de négocier avec Paris un mécanisme de restitution. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui n'a pas gardé de coton ne pourra filer. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.